Bienvenue dans le 4e épisode de l'histoire des femmes protestantes du musée protestant, produit par la Fondation Bercier Regard Protestant. Dans l'épisode précédent, Gabrielle Cadier nous a raconté comment était né un mouvement féministe à la fin du 19e siècle, mené en partie par des protestantes issues de la philanthropie. Nous avions terminé le récit avec l'évolution de ce mouvement vers des revendications de droits civiques. Nous démarrons ce nouvel épisode à la veille de la Première Guerre mondiale, et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ce 20e siècle des guerres mondiales et à l'impact de ces conflits à la fois sur les mouvements féministes et sur la place des femmes dans les églises protestantes. Pour raconter cette histoire, je suis à nouveau en compagnie de Gabrielle Cadier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire contemporaine et agrégé, vous avez été maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne. Un des traits saillants du récit que vous nous avez fait du 19e siècle étaient les fortes influences des pays anglo-saxons sur cette histoire des femmes protestantes françaises. C'est encore le cas au début du 20e siècle quand il s'agit de revendiquer des droits civiques, à commencer par le droit de vote ? Oui et non, parce qu'on ne peut pas comparer les suffragettes anglaises qui ont agi avec une telle détermination jusqu'à donner leur vie dans ce mouvement de revendication, et puis les femmes françaises qui, même les plus décidées, ont toujours gardé une grande mesure et jamais de violence. Début juillet 1914, les femmes du Conseil national des femmes françaises et puis d'autres femmes qui le souhaitaient sont allées déposer une gerbe de fleurs à la statue de Condorcet, parce que Condorcet avait écrit un mémoire pour l'enseignement des filles. Donc pour célébrer l'anniversaire de sa mort, elles se sont défilées dans Paris en chantant la Marseillaise et puis le chant du départ. Voilà la plus grande manifestation française de femmes avant la guerre de 14. Des fleurs, une statue de Condorcet, ce n'est pas du tout la même chose qu'en Angleterre. La Première Guerre mondiale démarre quelques semaines plus tard. Marguerite Schlumberger, présidente de l'Union française pour le suffrage des femmes, écrit les choses suivantes en août 1914. L'Union s'attend à ce que chacune fasse simplement et largement son devoir et donne son aide au pays d'une manière quelconque, après avoir encouragé d'un brave sourire le départ de nos aimés partant pour le front. Quand la guerre est déclarée, les revendications féminines s'arrêtent, parce que c'est l'union sacrée et tout le monde doit se mettre au service de la patrie. Il faut faire marcher tous les rouages d'un pays en l'absence des hommes. Occupons tous les emplois et remplissons toutes les fonctions qui, en servant notre prochain, servent la France. Quant à nous, femmes françaises, montrons par notre attitude calme, vaillante et souriante quand c'est possible, par nos mains et nos cœurs pleins de dévouement, par notre intelligence ouverte, que nous sommes dignes d'aider à diriger notre pays puisque nous sommes capables de le servir. Quelles formes peuvent prendre les activités de ces femmes ? D'abord, ouvrir des ouvroirs, toujours pour les femmes de soldats qui n'ont plus de ressources, donc de leur donner du travail. Marguerite Schlumberger va aussi s'occuper de ce qu'on a appelé des foyers pour les soldats. Ça, c'est typiquement protestant aussi, parce que au départ, ça part des États-Unis, de la Suisse. Ce sont des lieux où les soldats peuvent venir se reposer quand ils sortent d'un combat, où ils trouvent un réconfort, de quoi manger, et pas de boissons alcoolisées surtout. Ces foyers pour soldats ont été tenus soit par des garçons des unions chrétiennes de jeunes gens, soit par des jeunes femmes de l'armée du salut. Marguerite Schlumberger précise par exemple en 1915 dans un journal local à quoi servira le foyer qu'elle compte ouvrir à Lisieux. Il faut que les soldats aient un endroit autre que le cabaret où ils puissent se mettre à l'abri lorsqu'ils sont las de se promener aux heures de liberté. Un endroit où ils puissent écrire à leur famille, lire quelques journaux, jouer une partie et prendre une consommation hygiénique. Les consommations seront toutes à 10 centimes au foyer du soldat de Lisieux et elles seront bonnes et saines. Chocolat, thé, café sans alcool, sirop. Avec le départ des hommes au front se pose également la question de l'absence des pasteurs. Il y a même des femmes qui prêchent entre 1914 et 1918. C'est toujours Marguerite Schlumberger, qui a été tellement active pendant la guerre, qui a lancé une enquête auprès des femmes de pasteurs pour savoir comment elles avaient vécu cette guerre. Elle a publié une petite brochure avec des extraits des réponses aux questionnaires qu'elle avait envoyés. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les femmes de pasteurs ont eu des activités très variées. Certaines ont continué comme avant le catéchisme sans aller plus loin, les écoles bibliques, l'école du jeudi et l'école du dimanche, mais d'autres sont allées plus loin.
celles qui ont le plus marqué, ce sont celles qui ont remplacé leur mari dans les activités paroissiales. Des femmes qui non seulement ont prêché régulièrement, tous les dimanches, mais en plus ont marié, ont baptisé et même ont fait des services funèbres. Il n'y a qu'une chose qu'elles n'ont pas faite, on peut se l'expliquer peut-être par l'emprise catholique en France, c'est que ces femmes, elles ont baptisé, mais elles n'ont pas distribué la Sainte Seine. Et donc peut-être qu'une explication serait une prégnance des conceptions catholiques de la communion. La mobilisation de mon mari m'a placé en face d'une lourde charge. J'ai eu à m'occuper de notre école libre. Avec cette classe, j'ai aussi assuré la marche régulière de l'église, école du dimanche, cours des catéchumènes, assuré l'ouverture du temple tous les dimanches et, quand le lecteur était absent, fait entièrement le culte. Je l'ai fait 8 fois l'hiver dernier. Sait-on si elles ont été nombreuses? Oui, mais je n'ai pas pu faire de statistiques parce que dans cette brochure, il n'y a que des témoignages. Mais il y a des choses fort intéressantes. Par exemple, dans une petite ville, une femme de pasteur a été appelée par la population à remplacer le maire. Le maire était parti à la guerre, qui pouvait remplacer? Le pasteur était parti aussi, alors il restait sa femme. Il y en a qui avaient fait des études d'infirmière avant la guerre, donc là, elles ont pu développer. L'une qui raconte qu'elle a même procédé à des accouchements pendant la guerre. La situation est quand même, à travers le pays, assez désorganisée. Marguerite Schlumberger évoque ses espoirs pour l'après-guerre dès août 1918. Il nous apparaît absolument certain que l'heure du pastorat féminin sonnera dans nos églises réformées, comme elle a déjà sonné dans d'autres pays, et nous croyons personnellement que cette nouveauté sera bienfaisante. Personne au monde ne peut, à l'heure qu'il est, dire quelle sera la puissance nouvelle qu'apportera au service du monde la femme bien préparée et ayant reçu une instruction plus appropriée. C'est le secret de l'avenir, mais nous le croyons plein de promesses. Au lendemain de la guerre, c'est une énorme déception chez les femmes françaises parce qu'elles voient que dans tous les pays du monde, presque tous les pays du monde, les femmes reçoivent le droit de vote. Déjà, les pays scandinaves, les femmes l'avaient, que ce soit la Russie, l'Allemagne, même la Turquie d'Atatürk un peu plus tard, même l'Espagne catholique, sauf la France et l'Italie, pays bien catholiques. Après 14-18, la dynamique de la guerre a-t-elle fait bouger les choses comme beaucoup de femmes l'avaient espéré concernant le pastorat féminin? Je pense à ce que nous ont raconté Marianne Carbonnier-Burcard et Sarah Rouvière sur des périodes précédentes où, une fois la crise passée, on revient finalement à la situation précédente. Est-ce différent? Oui, non, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'un jour on trouve une correspondance où une femme de pasteur exprimerait sa déception après avoir tenu comme ça sa paroisse pendant 4 ans et demi, et de se retrouver simplement à l'école du dimanche et puis à s'occuper de la vente de charité. Par exemple, il y a, je crois que c'est en Ardèche, une femme qui, pendant la guerre, avait procédé à une 20aine de baptêmes au lendemain de la guerre. Son mari reprend le registre paroissial et devant chaque baptême, il écrit « lu et approuvé ». Mais si, ça ce sont des femmes de pasteurs, il y a un mouvement qui se lève parmi les jeunes filles, car certaines pensent qu'elles ont les capacités pour être pasteurs. Et là, les premières, c'est en Suisse, où des jeunes filles font leurs études. Et d'avoir vu aussi les femmes prêcher en France pendant la guerre, ça donne des idées à d'autres qui demandent à faire des études de théologie. Les autorités religieuses sont ennuyées, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Alors elles décident de créer des ministères féminins. Les ministères féminins, ce sont des ministères au rabais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 ans d'études, elles n'en ont que 2. Et puis on les forme à des choses pratiques pour être assistantes de paroisse. Certaines, ça leur convient, mais d'autres veulent aller plus loin et vraiment devenir pasteurs. Et parmi celles-là, il y a Elisabeth Schmidt, qui donc fait ses études en Suisse dans les années 20, qui gagne tous les premiers prix de prédication et divers prix de théologie. Et puis, quand elle a ses diplômes, eh bien, elle voudrait un poste pastoral. Et là, c'est pas facile, mais finalement, le pasteur Bögner, qu'elle rencontre et qui dirige l'église réformée, lui donne une paroisse dans les Cévennes, une paroisse où il n'y a plus que quelques paroissiens esselés.
Et elle va remonter cette paroisse par son dynamisme, par sa foi. Du côté du travail des femmes, les choses bougent. On a évoqué dans l'épisode précédent l'importance donnée par les protestants et les protestantes au travail féminin. Il y a de nouvelles opportunités après-guerre ? Il y a un déplacement du travail féminin, parce qu'il y en a moins donc, qui travaillent à domicile. Et donc, on va voir les femmes prendre des professions, soit qui existaient déjà, comme ouvrières d'usine, soit des professions qui sont nouvelles. Il y a un développement de l'administration. Pourquoi ? Parce que l'État a pris plus de place pendant la guerre. Ensuite, au niveau médical, on a eu besoin d'infirmières. Et là, il y a eu en 1922 la création d'un diplôme d'infirmière qui n'existait pas avant. Alors, les infirmières, derrière ce mot, il y a une immense variété. Parmi les écoles d'infirmières, la plus réputée est celle de la Maison de santé protestante de Bordeaux, qui est dirigée par Anna Hamilton, qui est médecin. Elle a des normes d'exigence qui correspondent à celles des Américains et des Anglais. Il y a aussi le travail social, qui est quelque chose de nouveau. En 1912 a été créée l'école de service social, qui forme des assistantes sociales. On ne dit pas encore le mot, mais enfin c'est ça. Et je voudrais juste rappeler que cette école de service social, elle est créée à Paris par un pasteur, le pasteur Doumergue, et elle est boulevard du Montparnasse. Les premières assistantes sociales sont sorties de cette école de service social. Et je voudrais juste parler d'une, c'est Annette Monod, qui pendant la guerre a été au Veldiv, et puis dans les camps de la Loire. Et Annette Monod, on l'a redécouverte ces dernières années parce que c'est elle qu'on a représentée dans le film La Rafle. Le médical, le social, et il y a un troisième secteur où les femmes travaillaient déjà avant la guerre, mais où leur rang augmente à ce moment-là, c'est l'éducation. Il y a plus de filles qui vont faire des études. Puisqu'il y a plus de filles, il faut plus de professeurs. Le niveau monte, donc il y a les élèves qui vont aller au lycée, qui après le lycée vont alors passer leur bac et donc vont aller à l'université. Ce qui montre cette élévation du niveau scolaire, de l'enseignement et du niveau scolaire, c'est la création de l'AFDU, c'est-à-dire l'Association française des femmes diplômées de l'université, qui est créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1921. Alors là aussi, modèle anglo-saxon, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour le Conseil national des femmes françaises. Ce sont les femmes diplômées de l'université qui disent qu'il faut créer une antenne en France. Et comme première présidente, on met Marie Monod. Ces années d'entre-deux-guerres voient également le développement des mouvements de jeunesse, notamment chez les protestants. C'est encore une fois des modèles anglo-saxons qui inspirent cet envol. Quels sont ces mouvements ? Ce sont deux sortes de mouvements de jeunesse. D'une part, le mouvement intellectuel, c'est-à-dire la Fédération française des étudiants chrétiens, la fameuse Fédé. Et puis, l'autre mouvement, c'est le scoutisme unioniste, puisqu'il est issu des unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles. Et pour les filles, c'est la Fédération française des éclaireuses qui est créée en 1921. Il y a 3 branches, les unionistes, les laïcs et les israélites. Et les 3 branches travaillent ensemble, vivent ensemble, tandis que les garçons travaillent séparément. Ça a été sa grande époque, le scoutisme dans l'entre-deux-guerres. Il développe un sentiment de liberté et de responsabilité. Et surtout pour les filles, quand on compare les éclaireuses avec les guides catholiques, c'est que dans le scoutisme catholique, il y a toujours un homme aumônier qui surveille et qui décide. Tandis que là, ce sont les jeunes qui sont responsables par eux-mêmes. Marguerite Walter, l'une des femmes à l'origine de la Fédération française des éclaireuses, bientôt commissaire générale de la Fédération, décrit ce programme dès 1924. Pour nos petites, il est moins important de leur donner des connaissances précises que de les entraîner à l'initiative, d'éveiller en elles le sens social, le sens de la responsabilité, en un mot, tout ce qui est du domaine de la conscience. Et ceci dépend beaucoup moins du programme technique que de l'impulsion que chaque plume grise saura donner à son envolée de l'esprit qu'elle créera. C'est de ces mouvements que naît la CIMAD, le comité intermouvement auprès des évacués, auprès de laquelle Elisabeth Schmitt est appelée dès le début. Oui, en octobre 1939, c'est la guerre et la secrétaire générale de la Fédé, Suzanne de Dietrich, pense qu'il faut occuper ces jeunes gens
parce que les hommes sont partis à la guerre et donc il ne faut pas qu'ils restent sans occupation. C'est pour ça qu'elle va créer des équipes pour s'occuper des Alsaciens et des Lorrains réfugiés dans le Massif central. Et intermouvement, puisque ce sont à la fois les étudiants et puis les scouts. Quand les Allemands occupent assez vite l'Alsace, les Alsaciens vont rentrer chez eux. Mais tous ces jeunes qui avaient été mobilisés par Suzanne de Dietrich, ils vont être mobilisés par les activités dans les camps de concentration français. Le premier dont s'occupe Madeleine Barrault, qui est la secrétaire générale de la CIMAD, c'est Gurs, dans les Pyrénées. Et puis après, ce seront tous les camps du midi de la France, et notamment ceux de la vallée du Rhône. Au départ, il y a des républicains espagnols qui sont enfermés, et puis après, il va y avoir des juifs. Ces camps du midi de la France vont être les premières étapes vers la déportation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Madeleine Barrault et sur son action ? Il y a beaucoup d'histoires sur Madeleine Barrault, qui était une femme très dynamique. Et d'abord, comment elle s'est introduite dans le camp de Gurs, parce qu'elle y est arrivée au culot. Dans ce camp, il y avait donc des républicains espagnols, et puis il y avait des juifs qui avaient été raflés dans la Sarre, qui étaient des vieillards dont beaucoup mouraient, mais il y avait aussi quelques familles et des bébés étaient nés. Et alors, le préfet des Pyrénées, à l'époque c'était des Basses-Pyrénées, le préfet et puis celui qui dirigeait le camp étaient très très ennuyés parce que rien n'était prévu, évidemment, notamment pour des bébés. Une équipière de la CIMAD rapporte la même chose un peu plus tard au camp de Rivesaltes. Ces pauvres gosses, ça fait peine à voir. Quant aux conditions d'hygiène et de propreté, c'est ahurissant, encore plus primitif et choquant que je n'aurais pu le croire. Et quand je pense qu'il s'agit d'êtres humains, on se sent presque coupable. Et Madeleine Barrault en a eu l'écho, et elle est arrivée au camp de Gurs avec de la layette. Et alors, évidemment, celui qui dirigeait le camp ne pouvait pas la mettre dehors parce qu'il en avait vraiment besoin. Donc elle a dit, voilà, je viens apporter de la layette pour les bébés qui sont nés. Et une fois qu'elle avait mis un pied, elle a mis le second, et puis elle a appelé des femmes qu'elle connaissait, comme Elisabeth Schmidt et autres, pour venir. Elle avait ainsi des jeunes gens qui, un peu partout, ont aidé. Alors, vous pouvez me demander comment est-ce qu'ils aidaient. Oui, en effet, c'était ma prochaine question. Je ne sais pas pour tous les camps, mais pour celui de Gurs, par exemple, il s'agissait de soutenir le moral de la population. Si on pouvait recevoir des colis alimentaires, c'était bien, mais c'était rare. Qui les enverrait ? Ces femmes ont créé des bibliothèques et puis elles se sont fait envoyer aussi des instruments de musique par Genève parce qu'elles ont fait créer un petit orchestre comme ça. Des musiciens parmi ceux qui étaient enfermés là étaient heureux de jouer des petits concerts comme ça. Madeleine Barrault. Il fallait distraire les gens et les remettre dans une atmosphère normale. Ce fut la mise sur pied de 15 en 15 jours de représentations humoristiques sur la vie du camp, de véritables revues. Cela voulait dire que les artistes devaient être mieux nourris que les autres pour fournir cet effort, et les internés prélevèrent eux-mêmes des suppléments pour ceux qui participaient ainsi à distraire la masse. On organisa des concerts, et actuellement, chaque semaine, on peut entendre à Gurs un concert Bach, un concert Beethoven ou un concert de musique légère. Dans le camp de Rivesaltes, le jeune pasteur André Dumas, équipier de la CIMAD, raconte également les efforts déployés pour libérer les internés par tous les moyens, légaux ou non. On s'efforça de lutter sur 2 plans. Multiplier les dossiers d'exemption pour les plaider avec le maximum d'acharnement et faciliter les évasions vers l'Espagne proche ou naturellement vers les filières suisses. Sachant que le jour de départ des convois n'était jamais retardé, il fallait jusqu'au dernier instant se battre pour que les exemptions légales soient respectées. Qu'est devenue la CIMAD par la suite ? Bien, aujourd'hui, la CIMAD est bien connue. Elle est laïcisée, évidemment, mais elle continue à s'occuper de ceux qui en ont besoin, d'apporter assistance, notamment les migrants, les exilés. Elle a quelquefois un rôle officiel. Les pouvoirs publics s'adressent à la CIMAD ou quelquefois se plaignent des activités de la CIMAD aussi, puisqu'elle s'occupe trop à leur gré des migrants ou des centres de rétention. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est de voir que parmi les bénévoles, il y a 3500 bénévoles qui travaillent à la CIMAD. Et parmi les bénévoles, beaucoup sont protestants. Ça reste une des institutions, une des associations où beaucoup de protestants sont engagés. Je voudrais simplement faire une remarque pour terminer. C'est que les protestants représentent toujours environ 2% de la population française, mais qu'ils représentent 10% des justes.
peut-être parce que les persécutions que les Juifs ont rencontrées pendant la guerre leur rappelaient les persécutions que leurs ancêtres huguenots avaient subies. Merci Gabriel Cadier. Pour terminer cet épisode, j'aimerais qu'on s'intéresse au mouvement féministe que nous avons peu évoqué depuis la Première Guerre mondiale, et pour introduire l'épisode suivant, j'ai demandé à l'historienne qui en assurera le récit, Sylvie Chaperon, de nous résumer où en est le féminisme après la Seconde Guerre mondiale. Pendant Vichy, une grande partie de la guerre, le mouvement féministe il a été complètement censuré et interdit. Le simple mot féminisme a été interdit par Vichy. La plupart des associations, sauf les associations de femmes catholiques qui se sont rapprochées un peu du pétainisme, qui a favorisé la famille. Donc toutes ces associations se sont dissoutes, la presse n'a plus existé pendant la guerre et un certain nombre de femmes ont rejoint la résistance, mais enfin c'est comme dans tous les milieux, il y a eu des attentistes, des collaborationnistes et puis des résistantes. Au lendemain de la guerre, les féministes de ce qu'on appelle la première vague, c'est-à-dire cette grande période féminisme qui visait essentiellement à obtenir des droits égaux et notamment les droits politiques. Donc les associations féministes anciennes se reconstituent et essayent de peser sur le présent puisque les femmes ont le droit de vote depuis 1944. Et puis les associations catholiques, qui sont aussi très massives, et les associations communistes issues de la résistance, et notamment l'Union des femmes françaises, qui prend un essor considérable à la libération. Donc le mouvement des femmes est contrasté, et la branche féministe du mouvement des femmes est assez âgée. Ce sont des femmes qui ont milité depuis les années 20, les années 30, qui souvent ont des associations réduites comme peau de chagrin, et qui n'arrivent pas à recruter de nouvelles générations. Même les résistantes féministes qui s'organisent à la Libération ne rejoignent pas les rangs des vieilles associations comme le Conseil national des femmes françaises, comme la Ligue pour le droit des femmes, enfin pour toutes ces associations-là. Mais par contre, il y a une nouvelle génération qui va émerger progressivement, années 40, années 50, et qui va beaucoup être guidée par le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui a eu un impact considérable en 1949. Donc au lendemain de la Deuxième Guerre, on est dans un moment de transition où la première vague décline considérablement et la deuxième vague, elle n'est pas encore apparue et on a des nouvelles associations de femmes qui se créent à ce moment-là. C'est avec une de ces nouvelles associations d'après-guerre, le mouvement Jeunes Femmes, que nous cheminerons jusqu'à la deuxième vague féministe des années 1970, en compagnie de Sylvie Chaperon dans le prochain épisode. Nous réfléchirons ensemble aux raisons qui ont poussé des femmes protestantes à l'avant-garde des combats pour la condition féminine, à commencer par celui sur la contraception et l'avortement. L'histoire des femmes protestantes est une série du Musée protestant, produite par la Fondation Bercier Regard Protestant, réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Hélène Lafosse et Dimitri Régnier. La musique originale est signée Alexandre Lechaud. Un grand merci à l'Oratoire du Louvre qui nous a permis d'utiliser des extraits de sa riche discothèque que vous pouvez écouter en ligne. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes dès à présent sur le site du Musée protestant et dans votre application de podcast favorite.